Je m'appelle Aïssata, j'ai 37 ans, et j'habite encore dans cet appartement de la rue des Pyrénées, à Belleville, là où les odeurs de poulet yassa se mêlent à celles du kebab et où les néons des supérettes chinoises clignotent jusqu'à 3 heures du matin. Mon balcon donne sur la cour intérieure, un puits de béton où les gosses jouent au foot en hurlant et où les vieux Marocains fument en silence sur des chaises en plastique. C'est bruyant, vivant, mais chez moi, c'est le silence qui hurle. J'y suis mariée à Moussa depuis 13 ans. 13 ans que j'ai passé à croire que l'amour pouvait se réparer comme une robe déchirée. Un point par-ci, un point par-là, et on oublie le trou. Au début, il me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Il disait que mes tresses serrées lui rappelaient les cordes des koras de son village, que ma peau noire brillait plus que l'or de sa mère. Il m'appelait « ma reine » devant tout le monde, même quand on n'avait que 2 billets de 20 € pour finir le mois. Puis il a eu son CDI de chauffeur-livreur chez Chronopost. Le salaire est monté, les horaires aussi, et quelque chose en lui s'est cassé. D'abord les petites phrases « T'as encore acheté du maquillage avec quel argent ?» quand je rentrais avec un rouge à lèvres à 6 € soldé aux Galeries Lafayette. Ensuite les regards qui ne me voyaient plus. Je passais devant lui en robe moulante, celle qu'il adorait avant, et il continuait de scroller sur son téléphone sans lever les yeux. « T'es belle pour qui, là ?» qu'il disait quand je me faisais belle pour sortir avec Fatou. Comme si ma beauté n'avait plus le droit d'exister sans son autorisation. Le matin, il partait sans m'embrasser. Le soir, il rentrait, posait ses clés dans le vide-poche en plastique rouge, et grognait, « Y a rien à bouffer ?» Je travaillais déjà 12 heures par jour comme femme de ménage dans les bureaux de la Défense, mais c'était comme si je n'existais pas. Je rentrais à 22h30, les mains abîmées par l'eau de Javel, les genoux douloureux d'avoir frotté des sols en marbre, et lui était vautré sur le canapé, une bière à la main, à regarder des vidéos TikTok de filles qui dansaient en string. Quand je lui demandais de m'aider, ne serait-ce qu'à sortir la poubelle, il riait, « T'es pas une femme, t'es une boniche, c'est ton métier, non ?» Les voisins ont commencé à jaser. Madame da Silva, la portugaise du 3e, me regardait avec pitié quand je descendais les escaliers en traînant les sacs. « Il te mérite pas, ma belle », qu'elle murmurait. Ma belle-mère, qui habite à 5 stations de métro, venait tous les dimanches, pour voir les enfants, on n'en a pas et repartait en disant à voix haute, « Une femme qui ne sait pas garder son mari propre, ça finit toujours mal. » Je souriais, je serrais les dents, je servais le thé à la menthe dans les verres dorés qu'elle m'avait offerts pour notre mariage. Dedans, j'avais envie de cracher. Je me souviens du jour où ma confiance s'est brisée pour de bon. C'était un samedi de juin, il faisait une chaleur à crever. J'avais passé l'après-midi à nettoyer l'appartement de fond en comble parce que sa sœur Kadidia venait dîner. J'avais fait du thieboudienne, du vrai, avec du poisson frais acheté à 5 heures du matin au marché de Barbès. J'avais mis ma robe wax orange, celle qui moule mes hanches, et j'avais même mis du rouge sur les lèvres. Quand Kadidia est arrivée, Moussa m'a regardé de haut en bas et a lâché devant tout le monde, « T'as mis ça pour faire ta pute ou quoi? Va te changer, on dirait une femme de rue. » Kadidia a ri, un rire aigu qui m'a transpercé la poitrine. J'ai senti mes joues brûler, mes yeux piqués. Je suis allée dans la chambre, j'ai enlevé la robe, je l'ai jetée dans un coin comme si elle était sale. J'ai enfilé un vieux jogging gris et je suis revenue servir le repas en silence. Ce soir-là, il a mangé 3 assiettes, il a roté bruyamment, et il a dit à sa sœur, « Tu vois, elle sait au moins faire à manger, c'est déjà ça. » Le lendemain, il m'a pris mon salaire. Tout. Les 1420 € que j'avais gagnés en essuyant la merde des autres. C'est pour la voiture, qu'il a dit. J'ai protesté faiblement, mais Moussa, j'ai besoin d'acheter des chaussures, les miennes sont trouées. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts comme des pinces, t'as pas besoin de chaussures pour nettoyer, t'as besoin de fermer ta gueule. Il m'a poussé contre le mur, pas assez fort pour laisser des bleus, juste assez pour que je comprenne. J'ai senti quelque chose se casser en moi, un bruit sec, comme une branche morte. Depuis ce jour, je suis devenue transparente. Dans la rue, les gens me regardaient comme si j'étais déjà une ombre. Même les enfants du quartier ne me disaient plus « Tata Aïssata » quand je leur donnais des bonbons. J'étais la femme du 4e gauche, celle dont le mari crie la nuit, celle qui pleure dans l'escalier parfois sans faire de bruit. J'avais 37 ans et je me sentais vieille comme une grand-mère centenaire. Le pic, le vrai, celui qui m'a fait basculer, c'est arrivé un mardi soir.
J'étais rentrée à 23h15 après avoir fait les bureaux de chez L'Oréal. J'avais mal partout, j'avais faim, j'avais froid. Moussa était ivre. Il titubait dans le salon, une bouteille de Jack Daniels à la main. Il ne buvait jamais d'alcool fort avant. Il m'a vu, il a plissé les yeux. Toi, t'étais où, hein? Avec qui? J'ai répondu doucement, au travail, Moussa, comme tous les jours. Il a éclaté de rire, un rire méchant. Au travail? T'es une menteuse. Je le sais, que t'as un mec. Une salope comme toi, ça peut pas s'en empêcher. Il s'est approché, il puait l'alcool et la haine. Il m'a attrapé par les cheveux, il a tiré ma tête en arrière. Dis-le, dis que t'es une pute. J'ai crié, j'ai essayé de me dégager, mais il était plus fort. Il m'a traîné jusqu'à la porte de l'appartement, il l'a ouverte en grand, et il m'a poussé dans le couloir. Dehors. Va rejoindre ton amant, va. Et prends tes affaires de chienne avec toi. Les voisins ont entrouvert leurs portes, j'ai vu leurs regards. J'étais en pyjama, pieds nus, les cheveux en bataille, et il m'a jeté dehors comme un sac poubelle. Il a claqué la porte. J'ai tambouriné, j'ai pleuré, j'ai supplié. Rien. Au bout de 20 minutes, il a rouvert, il a jeté mon sac à main dans le couloir. Tiens, salope. Et ne reviens jamais. J'ai dormi chez Fatou cette nuit-là. Dans le bus du matin, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'avais les yeux gonflés, la lèvre fendue. Je n'étais plus Aïssata. J'étais une femme méprisée, brisée, oubliée. Mais quelque chose en moi, tout au fond, avait commencé à bouger. Une petite flamme froide. Le lendemain de mon expulsion, Moussa m'a envoyé un message à 6h12, « Reviens si tu veux, mais à une condition, tu me donnes ton salaire tous les mois et tu la fermes. » J'ai lu le message 3 fois. Mes doigts tremblaient. J'ai répondu, « D'accord. » Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que Fatou avait déjà 3 enfants et que je ne voulais pas être un poids. Parce que j'étais encore sa femme légale, et que sans lui, je n'avais plus de toit. J'y suis revenue à la maison comme une ombre. Il m'a ouvert sans me regarder, il a juste dit, « T'as compris, hein ?» J'ai hoché la tête. Les jours suivants, il a instauré ses nouvelles règles. Mon salaire devait être viré directement sur son compte. Il avait ouvert une application sur mon téléphone pour vérifier. Il m'avait pris ma carte bleue, mes papiers, mon passeport. Comme ça, tu pourras pas faire la maligne, qu'il disait en riant. Il avait changé la serrure de l'appartement. Il avait mis un verrou à l'intérieur de la chambre conjugale. Quand il sortait le soir, il m'enfermait dedans, pour que je réfléchisse. Je dormais sur un matelas à même le sol, sans drap. Il disait que je ne méritais pas mieux. La fatalité est arrivée un jeudi de novembre. Il pleuvait des cordes, le genre de pluie qui transforme Paris en lac gris. J'avais terminé mon service à la Défense à 21h30. J'étais épuisée, j'avais mal aux reins à force de porter les seaux. Dans le RERB, j'ai reçu un message de Moussa, « Viens direct à la maison. J'ai un truc à te dire. » J'ai senti mon estomac se nouer. Quand je suis entrée, il était assis à la table de la cuisine, une enveloppe Kraft devant lui. Il souriait, un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire de prédateur. Assieds-toi, qu'il a ordonné. J'ai obéi. Il a poussé l'enveloppe vers moi. Ouvre. Dedans, il y avait des papiers. Un contrat de mariage en séparation de biens qu'il avait fait établir chez un notaire sans me prévenir. Une demande de divorce pour faute. Et une lettre manuscrite où il avait écrit, de sa plus belle écriture, « Ma femme Aïssata Diallo m'a trompé avec plusieurs hommes. Elle a dilapidé notre argent commun. Je demande la garde exclusive de nos futurs enfants et l'expulsion du domicile conjugal. » J'ai relevé la tête, incrédule. Mais, on n'a pas d'enfant. Et je ne t'ai jamais trompé. Il a ri, ça, c'est toi qui le dis. J'ai des preuves. Il a sorti son téléphone, il a fait défiler des photos. Des captures d'écran de messages que je n'avais jamais envoyés. Des montages où on voyait mon visage collé sur des corps nus. Des conversations WhatsApp falsifiées où je disais que je le haïssais, que je voulais le ruiner. J'ai reconnu le numéro,
c'était celui de son cousin informaticien. J'ai essayé de parler. Moussa, arrête, c'est pas vrai? Il m'a coupé, tais-toi. Demain, tu signes. Sinon, je balance tout à ta famille au Sénégal, à ton patron, à tout le quartier. Tu seras fini. J'ai senti la panique monter. J'ai supplié, laisse-moi au moins garder mon salaire, je t'en prie. Il s'est levé, il m'a attrapé par le col, ton salaire? Il est à moi maintenant. T'es ma chose. Il m'a traîné jusqu'à la chambre, il m'a poussé dedans, il a fermé le verrou. J'ai entendu le bruit de la clé qui tourne, 2 fois. J'étais prisonnière. Pendant 3 jours, il m'a laissé là. Il m'apportait une bouteille d'eau et un bout de pain par jour, comme un chien. Il ouvrait la porte, il me regardait avec mépris. Alors, tu signes? Je pleurais, je hoquetais, je disais oui, non, je ne savais plus. Le 3e soir, il est entré avec un stylo et les papiers. Il m'a forcé à signer, page après page. J'ai vu ma main trembler, les larmes tomber sur l'encre. Quand j'ai eu fini, il a rangé les documents dans son sac et il a dit, « Parfait. Maintenant, tu dégages. Je te donne 24 heures pour vider tes affaires. Après, je change la serrure et je te fais expulser par la police. » Je suis sortie de la chambre comme un zombie. J'ai fait mon sac en silence. J'ai pris 3 jupes, 2 pantalons, mes papiers d'identité qu'il m'avait rendus, par pitié. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, roulé en boule. Le lendemain matin, il m'a réveillé en jetant mes chaussures dans l'entrée. « Allez, casse-toi. » J'ai pris mon sac, j'ai ouvert la porte. Avant de partir, j'ai murmuré, « Tu vas regretter. » Il a éclaté de rire. « Moi? Regretter une erreur comme toi? Jamais. » Je suis descendue dans la rue. Il pleuvait encore. J'avais 42 € en poche, mon téléphone à 8% de batterie, et nulle part où aller. J'ai marché jusqu'au square Belleville, je me suis assise sur un banc. Les larmes coulaient sans bruit. Autour de moi, les gens passaient, indifférents. J'étais seule, totalement seule. Mon mariage était mort, mon nom sali, mon avenir volé. J'ai regardé mes mains abîmées par le travail et j'ai serré les poings. Dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle, « Je vais me relever. » Et lui, il va tomber. Ce soir-là, chez Fatou, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas pleurer éternellement. J'allais préparer quelque chose. Quelque chose de lent, de précis, de définitif. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais que je ne serais plus jamais sa victime. Les semaines qui ont suivi, j'ai disparu. J'ai coupé mon téléphone, j'ai pris une chambre de bonne à 400 € par mois dans le 19e, payée avec les pourboires que je cachais dans ma chaussure. J'ai trouvé un nouveau contrat de ménage, de nuit, dans une tour de la Défense, la Tour Majesté, siège d'une multinationale chinoise qui venait de racheter une entreprise française. Le salaire était meilleur, les horaires pires, mais personne ne me posait de questions. J'effaçais les traces de ma vie d'avant comme j'effaçais les traces de café sur les bureaux en verre. Ce que Moussa ignorait, c'est que j'avais gardé une copie de tous les documents qu'il m'avait forcé à signer. Et surtout, j'avais gardé une clé. Quand il m'enfermait dans la chambre, j'avais appris à crocheter le verrou avec une épingle à cheveux. Une nuit où il dormait bourré, j'avais fait des photos de son ordinateur ouvert, ses comptes bancaires, ses mots de passe, ses mails avec son cousin. J'avais tout sauvegardé sur une clé USB cachée dans ma trousse de maquillage. Mais surtout, il ignorait que je parlais mandarin couramment. À Dakar, j'avais vécu 2 ans chez ma tante qui tenait un restaurant chinois. J'avais grandi entre les woks et les baguettes, j'avais appris la langue pour aider à servir. À Paris, je n'en avais jamais parlé. À quoi bon, quand on est femme de ménage noir, on vous prend déjà pour une idiote. Un matin de janvier, alors que je passais l'aspirateur dans le bureau de la PDG, Madame Claire de Saint-Victor, une femme d'une 50aine d'années, blonde, toujours en tailleur Chanel, j'ai entendu la panique dans sa voix. Elle était en réunion avec 3 clients chinois, des milliardaires de Shanghai venus signer un contrat à 42 millions d'euros. Leur interprète était coincé à Roissy à cause d'une grève. Madame de Saint-Victor ne parlait pas un mot de mandarin, et les Chinois s'énervaient. J'ai arrêté l'aspirateur. J'ai regardé la scène à travers la vitre. Elle transpirait,
Elle répétait « sorry, sorry » en anglais avec son accent parisien. Je suis entrée dans la salle sans frapper. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais en bleu de travail, un foulard sur la tête, les mains gercées. Madame de Saint-Victor m'a fusillé du regard. « Qu'est-ce que vous faites là? Sortez !» J'ai souri calmement et j'ai dit en français « Je peux traduire ce qu'il dit pour 5 000 €. Vous acceptez ?» Elle a éclaté de rire, un rire méprisant. « Vous? Traduire le mandarin? Retournez nettoyer les toilettes, ma pauvre. » Les Chinois me regardaient, intrigués. J'ai ignoré la PDG. Je me suis tournée vers le plus âgé, Monsieur Han, et j'ai dit en mandarin parfait, avec l'accent de Pékin, « Monsieur Han, excusez cette interruption. Madame de Saint-Victor ne comprend pas que vous demandez une clause de pénalité de 8% en cas de retard de livraison, et non 5%. Elle essaie de vous faire signer une version truquée. » Silence total. Monsieur Han a écarquillé les yeux. Il a répondu en mandarin rapide, « Qui êtes-vous » J'ai continué, « Une femme que l'on sous-estime. Si vous voulez la vérité, je peux traduire chaque mot. Pour 5 000 €. Madame de Saint-Victor était rouge comme une écrevisse. Elle a hurlé, « Sécurité !» Mais Monsieur Han a levé la main, « Attendez. » Il m'a regardé longuement, puis il a sorti une liasse de billets de son attaché-caisse. 5 000 € en coupure de 5 cents. Il me les a tendus. J'ai traduit pendant 2 heures. Chaque virgule, chaque piège. À la fin, les Chinois ont refusé de signer le contrat initial. Ils ont exigé une renégociation immédiate. Madame de Saint-Victor a perdu 12 millions sur la table. Le lendemain, mon nom était dans tous les journaux, la femme de ménage qui a sauvé, ou coulé, un deal à 42 millions. Mon téléphone a explosé. Les Chinois m'ont proposé un poste de consultante à 15 000 € par mois. J'ai accepté. En 3 mois, j'ai gagné plus que Moussa en 10 ans. Avec cet argent, j'ai engagé un détective privé. Il a suivi Moussa. Photo de lui avec 3 maîtresses différentes. Relevé bancaire où il détournait l'argent de sa mère malade. Preuve qu'il avait falsifié ma signature pour un crédit à la consommation de 30 000 € à mon nom. J'ai tout rassemblé. Un vendredi soir, je suis revenu à l'appartement de Belleville. J'avais les clés. Il n'avait jamais pensé à changer la serrure de la porte d'entrée. Il était vautré sur le canapé, une bière à la main, en train de mater une série. Quand il m'a vu, il a blêmi, « Toi, qu'est-ce que tu fous là ?» J'ai posé une enveloppe sur la table. Dedans, les preuves de ses fraudes, les photos de ses maîtresses, et surtout, l'acte notarié que j'avais fait établir en secret. L'appartement, acheté avant le mariage avec mon argent à moi, était toujours à mon nom. Le divorce pour faute était déjà prononcé. Il me devait 48 000 € de pension et la totalité du crédit qu'il avait contracté. Il a ouvert l'enveloppe, il a lu, ses mains tremblaient. Aïssata, attends, on peut s'arranger. J'ai souri froidement, trop tard. Il s'est mis à genoux, il pleurait, pardon, ma reine, pardon, j'étais con, je t'aime, reviens. Il essayait de m'attraper les jambes. Je me suis dégagée, tu m'as jeté dehors en pyjama. Tu m'as volé. Tu m'as sali. Maintenant, c'est toi qui vas vivre avec ça. J'ai tourné les talons. Dans l'escalier, j'ai entendu ses hurlements, ses supplications. Les voisins ont applaudi quand j'ai passé la porte. Madame da Silva m'a serré dans ses bras, « Ma fille, tu es une lionne. Aujourd'hui, j'ai un appartement avec vue sur la Seine. Je parle mandarin au téléphone avec des milliardaires. Je porte des tailleurs sur mesure. Et Moussa? Il dort dans un foyer d'urgence. Il a perdu son travail, sa voiture a été saisie, sa famille l'a renié. Il m'envoie des messages tous les jours, « Aïssata, je regrette, je suis rien sans toi. » Je ne réponds jamais. Je ne suis pas heureuse. Je suis libre. Et ça suffit.